Et voilà, donc là, le premier il est parti, donc on sera tranquille là. Lui aussi il est parti. Il faut que je mette mes yeux, moi, parce que j'écris beaucoup. Alors aujourd'hui on est le 9 octobre 2019, on est à la FDE, on est dans l'enceinte de la CAF et je vais interviewer un collègue, Hervé Perret. Avec un T. Ouais. Qui a pour fonction Et enseignant contractuel. enseignant contractuel. Histoire-géographie. Voilà, capette. Audio. Et donc l'objectif de l'entretien aujourd'hui, c'est la perception de l'AVS qui disparaît, qui est mort, qui est devenu l'AESH, et voir quel est au cours de ton expérience professionnelle, quel a été ton regard, et aujourd'hui les éventuelles transformations dont tu as écho, ou dont tu souhaiterais qu'il y ait une autre formulation, enfin bon voilà, ton ressenti vis-à-vis de l'AVS. D'accord. Voilà, c'est un peu générique, je ne poserai pas beaucoup de questions, je vais beaucoup t'écouter. On va commencer l'entretien par définir ton contexte professionnel, un peu d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais. Voilà, pour qu'on se positionne. D'accord. Bah écoute, moi je suis enseignant contractuel depuis une dizaine d'années pour le rectorat de Montpellier. Préalablement, j'ai fait d'autres types d'enseignement à l'université et 2 ans, et puis comme formateur, notamment un peu en informatique et puis en français langue étrangère. Voilà. Et donc le parcours, essentiellement dans les établissements secondaires maintenant, et avec une préférence pour les lycées. Au niveau de l'extrascolaire, j'ai été agriculteur. J'ai travaillé aussi près de 2 ans quand même. J'ai travaillé aussi comme cuisinier, comme serveur dans des restaurants. Et puis des différents autres métiers, mais enfin qui ne sont pas très importants. J'ai travaillé à la bibliothèque beaucoup, dans les bibliothèques ici, en tant que cesse à l'époque, quand je ramais. Au niveau financier, voilà. D'un point de vue professionnel en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? D'un point de vue personnel, c'est ça tu veux dire? Ouais, si tu as ce que tu as envie de nous dire. Non, ce qui est intéressant par l'approche par rapport à ce que vous faites, c'est que j'ai été dyslexique pendant très longtemps et je bégayais, dyslexie, etc. Donc beaucoup de problèmes par rapport à la famille. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si bien que, si tu veux, cette posture, cette position que vous avez, je la comprends un peu plus, un peu mieux par rapport à ces élèves. Voilà. Donc c'est le seul intérêt connaissance de moi qui peut être utile pour l'entretien. Okay. Et moi je vais renvoyer la question sur ce champ d'action. Qu'est-ce que c'est qui fait que tu as accepté cet entretien? Alors déjà parce que je pense qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres, déjà c'est quelque chose d'important, donc je pense que d'ailleurs tu me le rendras un jour ou l'autre, hein, un moment ou un autre. Par curiosité aussi de savoir comment ça fonctionne et comment tu marches aussi, je ne veux pas cacher les choses. Et puis la curiosité de parler du métier, parce que malgré tout, on formule des choses dans son esprit, mais on ne met pas toujours des mots dessus. Et finalement, l'AVS, j'ai pas mal d'idées dessus. Enfin, j'ai des expériences, mais forcément, j'ai pas toujours eu l'idée de préciser exactement ce que j'en pensais. Donc c'est vrai que c'est utile aussi pour ça. C'est un élément important de l'enseignement aujourd'hui, et donc il faut vraiment qu'il rentre en compte. C'est pour ça que j'ai accepté cet entretien. Mais bon. Bah ouais, ça me paraît. Voilà. Hein. La motivation, c'est quand même pas rien dans notre. Bien sûr. C'est important. Dans notre cursus, quoi. Hein.
Alors si je disais qu'aujourd'hui l'AVS est mort, Vive l'AVS alors, non? C'est pas ça? Non, je sais plus comment la che... donc il s'appelle AESH aujourd'hui. AESH, c'est ça. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce qu'il a jamais existé? Hein, c'est ça la question. Parce que il existait dans la classe, oui, ça c'est une signification, et au départ même c'est pesant au départ, c'est vrai, hein, parce que c'est une intrusion quand même. Alors l'AVS en tant que professionnel, oui, tu en as conscience. Alors je sais pas s'il est mort ou qu'est-ce qui va changer aujourd'hui fondamentalement dans la formation, parce que finalement c'est comme la loi de 2012 sur les contractuels, c'est censé faire des revalorisations de statut et vous donner en fait en quelque sorte un rôle et une place dans la société pédagogique, hein. Mais finalement est-ce que votre rôle va fondamentalement changer? Je ne sais pas à ce niveau-là. Et pour moi il n'est pas mort, non. Et il est intéressant de... Enfin, d'abord je sais pas, AVS c'est un carnet pour moi, ça c'est... Chaque AVS, ça n'a jamais été les mêmes. Il y en a avec qui j'ai eu énormément de relations, même un travail de fond sur certains élèves, dont d'autres, je sentais qu'ils étaient là, mais enfin, c'était une mère de famille qui était venue s'occuper des enfants, mais qui n'avait pas compris son objectif et son rôle, quoi. Et il y en a qui étaient comme ça, et qui malheureusement étaient en souffrance, et les enfants aussi. Mais voilà, il y a différents profils, et je ne peux pas catégoriser un AVS. Non. Ouais. Avant de descendre en profondeur, justement, c'est intéressant cette approche de profil. Ouais. Et donc, selon toi, quelle serait... Déjà essentiellement féminin. Bon, c'est peut-être propre à la profession, mais c'est essentiellement féminin. Il y a eu j'ai eu en 10 ans, j'en ai eu 15, je crois. Et toi, qui était masculin. Des profils originaux, un peu comme nous d'ailleurs, hein, avec des voix ou des envies, avec des professions, des tas de professions avant, des tas de choses. Ils arrivent là un peu, ils sont pas jeunes déjà. La plupart du temps, c'est pas des gamins. Je sais pas s'il y a un recrutement particulier par rapport à ça, mais jamais en dessous de 35-40 ans, j'ai jamais vu ça. Au niveau des profils, oui. Alors après, il y en a qui ont vraiment, qui s'impliquent dans la profession comme vraiment, tu sens, ça va au-delà de l'empathie, c'est vraiment de l'amour pour leur métier et à aller chez les gens, à continuer à donner des cours le soir, à véritablement entièrement travailler pour leur cause, quoi, pour cette cause. Et c'est vrai qu'ils y réussissent. On a eu des résultats remarquables sur certains élèves. Au collège de Jacou, là, j'avoue qu'il y en a un qui, du début, j'ai fait une année quasiment là, donc entre le début de l'année et la fin, c'était incomparable. On avait on a mis tout un protocole avec pour les notes, etc. au départ sur ce gamin. À la fin, il était brillant, mais sans les problèmes. Et c'est incomparable. Il y a un travail d'AVS qui était remarquable, mais c'est pas souvent le cas. Sinon, qu'est-ce que je vois? Souvent des gens en souffrance, des gens problématiques au niveau de leur affect, au niveau personnalité. J'avoue que c'est souvent des gens qui me... Enfin, pour moi, le ressenti, c'est de la douleur, quoi. C'est de la difficulté, c'est le manque de reconnaissance du milieu, le manque de reconnaissance des parents, et pire encore, quand ça arrive, manque de reconnaissance du gamin, quoi. Donc à 3 niveaux, véritablement en situation difficile. Souvent, j'étudie la salle des profs, mais souvent mis à l'écart. Souvent, ils parlent ensemble. Ils sont pas mélangés. C'est un peu, je sais pas si on pourrait appeler ça, du lumpen prolétariat de la salle des profs, hein, et un peu mis à l'écart par rapport à ça, je pense aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre du profil? Je sais pas. Après, c'est des gens, quand tu parles avec eux, ils ont une grande richesse, parce que justement, une grande expérience et beaucoup de choses à dire. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça te rend mal à l'aise. Moi, je suis très réservé, très complexé par rapport au profil. Et c'est vrai que d'avoir des gens qui t'observent, même s'ils n'ont pas jugé, ils ne jugent pas, ils disent jamais rien, c'est difficile. C'est difficile. Alors, mais après, finalement, tu t'y habitues. Et
et tu es complice. Alors il y en a qui interviennent dans le cours, c'est marrant, hein. Il y en a qui rentrent dans le truc, qui lèvent la main et qui répondent, ou qui font des commentaires, mais d'autres qui complices par des blagues. Ça, finalement, avoir un adulte dans la salle, ça te permet des fois de faire des blagues qui répondent, parce que les gamins ne comprennent pas toujours, mais bon, c'est intéressant aussi. Alors ça change ton profil, ta façon de travailler aussi, par rapport à ça. Tu as besoin de leur regard finalement pour continuer à travailler, ou pour voir comment ils réagissent face aux réactions de certains élèves, à des choses comme ça. Donc finalement ça devient un outil pédagogique un peu, d'une certaine manière. En dehors même du travail sur l'élève, hein, c'est un outil pédagogique. Je sais pas, voilà. C'est des choses que je verse comme je peux. Hein. Je sais pas, il n'y a pas de... je sais pas quoi dire d'autre. Après, voilà, c'est souvent des gens aussi qu'on voit bon, nous en tant que, déjà parce qu'on part souvent, donc on les voit que quelques temps, mais des fois aussi, c'est eux qui partent, parce que leur fois on le jette, hein, ils vont partir sur un autre élève, donc ils changent de classe. Et finalement aussi, ceux qui sont en collège et ceux qui sont au lycée n'ont pas le même comportement aussi. En lycée d'ailleurs, le travail toujours pas du tout avec eux-mêmes, et on attend. Le travail en lycée n'est pas du tout le même. Il y a plus d'affect et de relations intimes en collège qu'en lycée, entre nous, mais surtout entre l'élève et la VS. Ça se sent. Et j'avoue que des fois, être choqué par le comportement de mes collègues vis-à-vis d'eux, hein, c'est vrai que souvent c'est... Les enseignants ? Ouais, c'est pas toujours très chaleureux, quoi. C'est un peu comme un clou dans leurs chaussures, des fois, j'ai l'impression. Hein. Alors, il y a cette idée, quand j'ai lu là dernièrement un truc qui n'était pas inintéressant sur finalement, pour les enseignants, le manque de considération de l'extérieur vient aussi du fait qu'on leur retire progressivement un certain nombre de fonctions, d'attaches avec l'élève, alors que ce soit avec l'assistante sociale, avec les psychologues, avec les AVS. On montre en quelque sorte qu'ils sont leur incapacité à garder la classe avec des élèves qui soient finalement qui puissent s'occuper de tout le monde selon les profils. Ils ont besoin en quelque sorte d'autres personnes pour s'occuper d'eux, et finalement ces personnes font le lien plus avec les parents que les enseignants avec les parents. Et donc finalement ils commencent à avoir une certaine déconsidération du métier à cause de ça aussi, peut-être. Mais bon, c'était une perception, mais je trouve que c'est pas inintéressant finalement, parce que avant on regardait pas les problèmes, donc c'est vrai que c'était plus clair, mais là maintenant, voilà, ils ont des tas d'assistants autour d'eux, et finalement le métier s'est pas amélioré, au contraire la situation se dégrade. Alors les parents comprennent pas aussi d'une certaine manière, je peux comprendre aussi le problème. Voilà. C'est pas le reflet d'une quête du professionnalisme des enseignants? Tu crois qu'ils ont une quête de professionnalisme? Je pense. Ouais. Plus que de métier, il y en a beaucoup qui pratiquent un métier quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui font rien. Hein. À force j'en ai fait, je sais combien, une trentaine d'établissements maintenant. J'en connais qui ne font qu'un métier, quoi. C'est-à-dire ils ont leur grille. Alors quand ils changent de programme, c'est la panique, quoi. Il faut tout modifier. Je me souviens de la réforme du collège, ça a été, mais il y en a qui étaient complètement paniqués, quoi. Il fallait tout changer, modifier, etc. Ça faisait 15 ans qu'ils faisaient la même chose. Donc il y a un moment donné, c'est ça le problème. Hein. C'est le manque de remise en cause, hein, le manque de revalorisation du travail, de remise en cause. Et justement, il faudrait plus de professionnalisation chez les enseignants, chez certains en tout cas. Après, oui. Mais tu veux dire par là, qu'est-ce que tu veux dire par il y a véritablement une spécialisation? Je pense qu'ils sont en quête de professionnalisme. Une quête de spécialisation. D'être l'enseignant, quoi. Juste le détenteur du savoir, transmetteur, point. Ouais, sur l'estrade, quoi. Ouais. D'accord. Avec cette idée que voilà, les autres sont au service d'eux. Ouais. Oui, il y a ce sentiment, moi. Je le ressens un peu comme ça aussi, ouais, c'est clair. Mais et en même temps, oui, mais ce qui dérange avec vous, c'est que vous êtes dedans.
Et vous voyez leur incompétence, vous voyez leur compétence. Donc vous êtes là pour aussi, même si vous dites rien, vous êtes évidemment il y a un jugement, il y a une valorisation, une dévalorisation des compétences, etc. Donc ça c'est dérangeant. Vous êtes un peu comme un inspecteur permanent, même si vous n'avez pas ce rôle, et on ne vous donne pas ce rôle. On ne vous approche pas de cette question. L'administration ne vous a jamais approché de cette façon-là. Parce que l'administration, c'est une obsession aussi de pouvoir contrôler ce qui se passe dedans. Ils ont du mal fou de laisser cette liberté. Et donc, l'AVS un peu dérange. Mais pourtant, maintenant, ils font partie un peu des, pas dire des chefs, mais presque, quoi. On est déjà 36 ou 37 dans les salles avec les élèves, on arrive à 39, 40. J'arrive à 2, 3, j'ai 3 AVS des fois. 3 AVS dans une classe, ouais. Ouais. Et ils suivent quel type de pathologie à ce moment-là? Alors, il y a en général, c'est surtout, il y en a de dyslexiques, la plupart du temps, dyslexie, dysorthographie, etc. Et puis problème d'hyperactivité, des choses de ce genre. Il y en a qui en ont 2 à la fois. Alors, ils se sont donnés volontairement 2, mais ils en s'occupent d'un officiellement. Mais comme il y en a un autre qui a un problème, eh bien, ils les ont regroupés et finalement ils s'occupent des 2. Donc, voilà, c'est en plus de ça. Et finalement, ça débarrasse le prof de certains problèmes, hein, clairement. Et finalement, on ne les regarde plus de la même façon. Finalement, peut-être que les problèmes, on les laisse aux autres un peu. Ça fait un peu ça. Des fois, j'ai ce sentiment quand je sors de chez mes filles, tiens. Et c'est vrai que ça soulage, hein. Ça fait du bien parce que ça te permet des fois de faire un cours de meilleure qualité aussi parce que t'as pas les problèmes avec cela à gérer, quoi. Faut reconnaître, hein. Alors bon, maintenant de là à reconnaître la personne, son travail, la qualité de ce qu'elle a rendu, etc. Je sais pas comment on peut évaluer. Enfin, moi je te l'ai dit par rapport à cette expérience de cette femme qui est vraiment, ça a été un travail remarquable et même tout le monde le reconnaissait dans le milieu pédagogique, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Enfin, on ne le ressent pas, je ne sais pas si on ne le ressent pas, ce serait peut-être pire si vous n'étiez pas là, sans doute. Mais comme je passe, si tu veux, je ne peux pas avoir un avis sur du long terme, donc je fais que passer dans les classes. Donc je te donne l'opinion par rapport à ce que je vois à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que le travail n'a pas été fait ou qu'il n'y a pas eu d'évolution, mais je ne peux pas le voir toujours. En lycée, c'est difficile. En lycée, c'est difficile parce que ça va au-delà du simple problème orthographique, du simple problème d'écriture. C'est de compréhension, c'est complexe, et je pense que des fois aussi, même pour l'AVS, c'est difficile de suivre dans tous les niveaux. Enfin, ça demande une compétence en lycée qui n'est pas du tout la même qu'en collège, quoi. Et c'est vrai que c'est remarquable, hein. Vous avez là quelque chose à savoir dans toutes les disciplines, c'est compliqué, quoi. Puisque en fait vous devez reprendre souvent les cours, vous les enregistrer peut-être, je sais pas. Moi je le fais, mais oui. En cachette. En cachette, ouais. Ouais, souvent les collègues n'aiment pas ça. Mais voilà, ouais. Je sais pas, ça part à bâton rompu, mais c'est parti dans tous les sens. Là. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Moi, voilà, c'est comme ça que je travaille. Hein. Je travaille comme ça avec mes élèves aussi. Hein. C'est pour arriver à une symbiose, pour arriver à ouvrir le débat sur le sujet, arriver à leur faire percevoir la complémentarité des matières. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Donc voilà, comme Fabien, on dit, voilà. Si on n'a rien à dire, tant pis, si... Non. D'accord. C'est ce que je cherche. Hein. Après, il y a le problème social, mais le problème social, souvent, ce que j'ai vu, il y a plusieurs profils là aussi. Social, on parle de qui? Les AVS. Hein. De l'AVS de l'AVS, d'un point de vue économique et social, puisque bon, vu vos salaires, c'est encore pire que nous. Hein. Donc, c'est 700 €. Hein. 700, ouais, c'est la moitié du salaire du contractuel. Mais bon, vous faites moitié moins. Pour 24 heures. Pour 24 heures, oui. Ouais. De présentiel. De présentiel, oui. Oui. Mais nous, on fait 36 en théorie. Hein. Oui. On en fait même beaucoup plus, mais bon, ça c'est... mais c'est vrai, oui, c'est clair. Mais donc, il y a plusieurs profils là aussi. Il y en a où
Donc, souvent, quand ils sont mariés, ça va mieux. Hein. Ouais. Voilà, il y a le salaire du mari, souvent, donc ça va. Alors, il y en a qui prennent ça un peu comme ils auraient pris une boutique de décoration, quoi, un petit peu. Hein. C'est un métier, voilà, c'est intéressant, on fait ce travail, mais bon, on n'a pas de problème financier, hein, on n'a pas besoin. Mais quand même, c'est pas souvent, hein, j'ai vu ça. La plupart du temps, c'est des gens qui sont quand même en souffrance sociale aussi, financière, et qui continuent tard, comme toi d'ailleurs, hein, qui continuent tard pour des problèmes économiques passés. Pas seulement parce qu'ils aiment le métier, mais aussi parce que voilà, ils ont besoin financièrement. C'est un complément des fois du salaire, mais des fois non. Et des fois il y en a qui vivent seuls, mais alors là c'est encore pire. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais Non, moi ça va, ça va. Voilà. Bon, après. Et leur qualification de base, quel type de rapport tu as avec eux? Est-ce que tu investis pour savoir d'où ils viennent? Est-ce qu'ils ont le bagage suffisant? On a vu les différences qu'il y avait entre le collège et le lycée, par exemple. Bon, ben voilà. Non, parce que je me sens pas patron, donc j'ai pas exigé quoi que ce soit d'eux. Non, mais par curiosité. Mais par curiosité, oui. Par contre, savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent un petit peu, oui. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de partout. Hein. Ils ont souvent fait d'autres métiers avant, hein, assez longtemps, où ils sont en situation, ils ont pris ça parce qu'ils ont une situation aussi de chômage des fois qui a duré, et donc ils ont pris ce métier-là aussi. Mais après, je me souviens plus exactement de toutes les professions, hein. mais c'est vrai que souvent je m'interroge parce qu'il y a il y a cette relation, et il y a aussi cette relation de la précarité qui est un lien quand même entre nous malgré tout. Hein. On est face à des gens qui nous regardent de façon différente, et on a quand même une espèce de solidarité naturelle qui se fait entre contractuels et ABS. Et même AED souvent, mais enfin souvent un peu moins avec les AED quand même, parce qu'ils ont un rapport à l'élève qui n'est pas la même. Mais c'est vrai que ça se passe, c'est différent. Mais l'ABS, oui, souvent on a ce lien par rapport à notre posture, quoi. Surtout dans la salle des profs, mais ailleurs, on discute beaucoup. Enfin, moi, c'est vrai que je parle beaucoup avec eux, mais c'est une empathie naturelle. Mais ça dépend des gens, après. Et puis, je sais pas, tu as quelqu'un dans ta classe pendant des heures, il faut quand même savoir à qui tu as affaire un petit peu. Savoir qui il est, comment ça se passe, hein, et puis savoir pour l'élève aussi. Qu'est-ce qu'il a? Parce que le problème, souvent, c'est la détention de savoir sur les élèves. Parce que tu arrives là, t'en as qui ont des tas de problèmes, tu fais des tas de gaffes quand tu es contractuel parce que personne ne t'a rien dit. Tu as des gens des réflexions qui passent comme des baffes pour les élèves alors que bon, tu n'es pas au courant, donc tu n'apprends jamais rien. Et l'AVS, c'est vrai que c'est une chose d'information très précieuse. Parce qu'elle sait à la fois sur l'élève il sait à la fois sur l'élève dont il s'occupe, mais des fois il s'est occupé de quelqu'un d'autre dans la classe à un moment donné, ou alors il connaît tous les problèmes de tous ceux qui ont des problèmes. Parce qu'il connaît les collègues qui s'en occupent, hein, parce que voilà. Hein, donc on finit par... c'est une source d'information précieuse pour ça. Pour connaître un peu les problèmes des élèves dans la classe. Et il y en a peu, parce que souvent les profs principaux évoquent très peu les choses. C'est les seuls qui ont l'information vis-à-vis des parents, etc., mais ils ne la gardent pas. Alors moi, quand il y a des soucis, je vais voir l'infirmière, ou la CPE. Mais bon, ça reste confidentiel, mais quand tu sens les choses, quand tu sens qu'il y a des problèmes, parce que des fois des fois on vient me dire, tu sais, machin, il faut éviter de lui dire ça parce que ouais, mais il aurait peut-être fallu le dire avant, quoi. Tu fais des gaffes, mais tu peux pas faire autrement, toi, quand tu es remplaçant. C'est le problème. Voilà. Pas remplaçant ou pas remplaçant d'ailleurs, je crois que ça touche beaucoup de monde. L'information circule très mal dans un établissement. Et c'est vrai que l'ADS est précieux pour ça. Pour si tu t'intéresses un peu à ceux que tu as en face de toi. Donc ça devrait être revalorisé de ce côté-là. Enfin, c'est faire véritablement un statut. Un statut de l'ABS avec vraiment son rôle, ses objectifs, à quoi il sert vraiment, ses rôles réels, ses rôles secondaires et finalement indispensables. Voilà quoi.
c'est pas l'intérêt de l'État non plus, pas forcément. Mais après, il y a c'est quoi cette histoire de handicap là et le reste, c'est ça, c'est comment ils appellent ça là, les nouveaux, cette nouvelle loi là sur l'école inclusive. L'école inclusive, ouais. Je sais pas, moi je connais pas grand chose là-dessus, mais enfin sur l'intégration des handicapés dans les classes et cette volonté de modifier et votre rôle par rapport à ça. Mais je sais pas exactement, j'en sais pas grand chose. Ce serait intéressant par contre d'en savoir plus à ce niveau-là parce que je sais pas pourquoi tu parles d'exclusion finalement plutôt que d'inclusion. Donc, ça c'est mon regard. Ouais, c'est ton regard, ouais. Ouais, c'est mon regard. C'est une conséquence du regard que j'ai sur les situations, quoi. Ouais. Et c'est aussi pour les enseignants impliqués, c'est un constat. D'accord. Mais d'exclusion dans le sens où... où on met le doigt sur la différence. On met le doigt sur la différence. Voilà. On inclut mais on exclut en même temps, oui, d'accord. Et c'est pour ça, source 2, on entend par là que l'origine du problème de l'exclusion vient de cette espèce d'insertion forcée, quoi. Oui, d'accord. On est passé d'une logique d'insertion à une logique d'inclusion. Ouais. D'accord. Déjà, mécaniquement, si on revient juste sur la terminologie, mécaniquement, ça a des sens vraiment profonds. Dans un cas, c'est en douceur, et dans notre cas, mécaniquement, c'est en douceur, et dans notre cas, c'est plutôt en force, on impose une situation, quoi. On impose une situation parce que l'école n'a pas évolué dans le bon sens pendant très longtemps. C'est-à-dire que l'inclusion, elle se faisait trop lentement, d'une certaine manière. Donc peut-être que l'inclusion, ça donne cette dimension nationale. Voilà, c'est peut-être. Mais le terme est mal choisi, je suis d'accord avec toi, et puis même la logique. Mais d'une certaine manière, on a pris tellement de retard par rapport à ça qu'il faut le faire. Mais c'est vrai, ouais. Ben, c'est souvent ce qui est étonnant, c'est par rapport à ça, c'est la position aussi des élèves vis-à-vis du handicap qui est intéressante. Alors des fois dévalorisant, mais des fois aussi de façon magique. J'avais un petit enfant, un gamin là qui était à Jacou aussi, je crois. C'était autiste. Dans une classe de surdoués, je peux le dire comme ça, parce que c'est une classe où je faisais des cours de première, en quatrième. On parlait du FMI et de tout ça, quoi. C'est véritablement, bon, voilà, tu avais cette classe-là, ce profil, mais à l'intérieur, donc, ce petit élève autiste, mais avec qui on avait sympathisé, et donc il s'ouvrait complètement. Alors des fois, bon, il y avait des crises, il fallait calmer, mais le jeu, en fait, l'acceptation des élèves, qu'il aille au tableau, qu'il travaille, etc., c'était extraordinaire. Il y avait une solidarité, finalement, bon, pas dans toutes les classes, a priori chez moi ça se passait bien, chez d'autres c'était pas le cas, mais il se sentait bien, et les élèves lui rendaient bien. Et c'est vrai que je crois qu'il faut cette fusion. Et s'il n'y a pas fusion comme ça marche pas. Et c'est vrai qu'est-ce que l'inclusion, d'une certaine manière, c'est quoi en fait? Parce que pour les élèves, ça change rien que ce soit insertion ou inclusion. Pour eux, non. En tant que tel, non. Ça change rien. Mais finalement, la vie au quotidien dans l'établissement change rien. C'est la politique de l'État, quoi, qui est dérangeante. Oui. Je sais pas si au quotidien après ça modifie les choses. Parce qu'il y en aura plus, peut-être. C'est-à-dire il faut imaginer maintenant des classes donc avec différentes formes, avec je parle d'un exemple, mais c'est tout simple, mais c'est vrai que à la bibliothèque à Paul Valéry, là, ils avaient voulu faire une table uniquement pour les handicapés, pour les chaises. Et donc il n'y avait pas de chaise autour, il y avait un grand logo, etc. pour dire, mais systématiquement, parce qu'ils sont en surcharge, les gamins prenaient des chaises ailleurs et allaient s'installer là. Et donc quand ils arrivaient avec leur chaise, ils ne pouvaient pas s'installer. Donc ils se battent constamment pour la maintenir, mais ils n'y arrivent pas. Donc si tu veux, par la force, d'une certaine manière, ça impose ce que les gens ne feraient pas naturellement,
qui se garent sur des places handicapées, qui ne respectent pas une table alors qu'elle est réservée, etc. Donc finalement, imposer la loi aux enseignants, imposer les choses aussi aux élèves, est-ce que c'est pas une nécessité dans ces cas-là? Maintenant, je sais pas, hein, c'est une opinion comme une autre, mais je sais qu'il y en a qui ont des ordinateurs, il y en a qui... J'ai jamais eu de... Si, j'ai eu une fois une personne avec chaise roulante, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des ordinateurs, qui travaillent ces choses-là, mais je sais pas. Après, il y a différents profils. C'est ces chaises électriques, d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une chaise électrique, et ça fait beaucoup de bruit, une chaise électrique. Et c'est vrai qu'au départ, je me demandais d'où venait ce bruit. C'est tout le temps la batterie, là, qui... C'est parti. Non, mais c'est des choses qui, finalement, quand tu fais cours, tu finis par les intégrer, mais bon, c'est ça, c'est les bruits de certaines maladies, des autismes, des choses comme ça qui doivent intégrer finalement la classe. Bon, des fois ça fait calmer un peu aussi parce que c'est des gens qui supportent pas le bruit. Et on parvient des fois à utiliser un peu ça aussi. Mais bon. Mais c'est vrai que dans des classes de collège, des fois, quand tu as déjà des gens en situation qui viennent d'arriver, qui ont une situation de bilinguisme, puis en plus tu as des élèves handicapés, c'est vrai que ça ne va pas favoriser le travail, c'est clair. Je pense que ça va être compliqué, mais je pense que ça fait partie de la mission de notre service public après tout. Pourquoi pas? Pas les mettre à côté et les intégrer, mais jusque-là, ils avaient des enseignements parallèles, ils avaient des établissements parallèles. Alors oui, ben on a dans l'ancien temps, jusqu'aux années 70 à peu près, ils étaient exclus complètement du système, voire de tout le système, quoi. Après, on peut dire entre 70 et 90, pour faire à la louche, il y a eu le début de la prise en compte des handicaps, surtout des handicaps moteurs. Ouais. Et là, c'était la création des ULIS. Oui. Et quelques lycées, collèges, enfin bon, quelques établissements spécialisés dans l'acceptation du handicap en milieu normal. Et après, depuis la fameuse loi 75 et tous ces avatars, là, tout doucement, on arrive à une véritable inclusion, quoi. Mais ça découle d'un choix de société, à la fois la société elle-même et les spécificités des pays. En fait, par société, c'est l'ONU qui a enclenché le processus d'inclusion. L'ONU a pénétré l'Europe, et derrière le Parlement européen, chaque pays s'est adapté avec sa vision du handicap. Dans les pays nordiques, le handicap est inséré par périodicité, je dirais presque périodicité fonctionnelle. La cantine, les lieux de vie en fait. D'accord. Mais les enseignements, pour qu'ils soient optimisés, les enseignants sont optimisés puisqu'ils ont une connaissance et des formations complémentaires directement liées au handicap, au AUX, et il n'y a pas de tronc commun comme on essaie de faire nous, où on met tout le monde en même temps pour que tout le monde passe au même rabot. C'est l'assimilation. Et ça devient de l'assimilation. Oui. C'est cette grande idée française là. Eh ben oui. Et qui vraisemblablement est plus dysfonctionnelle que fonctionnelle, quoi. Oui. Mais par rapport aux élèves qui ont des problèmes, tu penses que finalement cette idée d'être comme les autres, c'est pas inintéressant quand même, non? D'être intégré aux autres, d'être dans les mêmes classes que les autres. Ben, ça supposerait qu'il y ait une acceptation globale. Oui, mais l'acceptation se fait par la routine aussi d'une certaine manière, c'est par le nombre, par le quotidien d'une certaine manière. Ben ouais, mais le quotidien, les écarts se creusent très vite, quoi. Ouais. En fait, il y a tout un tas de processus qui fonctionnent en chaîne, quoi. L'enfant qui est en situation de difficulté, parce que moi, il y a tout un pan qui est le pan social des enfants qui ont des difficultés, juste parce que socialement il y a des difficultés à la maison, qui vivent en foyer, que ci, que là. Et tout ça, en tant que tel, c'est pas pris en charge.
Non, enfin, Et non, non, pas c'est pas considéré comme un handicap. Donc voilà, c'est au bon vouloir d'un phénomène procédural, quoi. Donc Oui, s'il y a eu un juge pour enfants qui a fait les démarches que machin, il va finir de se rapprocher de la MDPH qui elle-même va lui donner accès à un AVS, etc., etc. Mais bon. Et après, quand on arrive dans le collège ou le lycée, enfin dans l'établissement, il n'y a pas une prise en compte directe de l'enfant en situation de handicap. Qu'est-ce que ça s'appelle prise en compte? Ben, ça veut dire qu'il est mis au milieu de la masse des autres, oui. Point à la ligne. Alors qu'il a déjà ses spécificités intrinsèques. C'est le principe de l'immersion, oui. Eh oui. Mais bon, voilà. Donc le gamin, lui, s'il a des difficultés à parler, s'il a des difficultés à aller vers l'autre, s'il est impulsif, s'il doit prendre son médicament toutes les 2 heures, oui, il est un peu lâché, ouais. De facto, il est différent. Oui. Et pour peu qu'on lui mette une routine de quelqu'un qui arrive dans une salle de cours sans avoir été initié, présenté, inclus à son tour dans le cursus de la classe, ouais. Multiplié par le nombre d'enseignants qu'on a par matière, ouais. Ça fait un paquet de dysfonctionnements à gérer dans la journée, quoi. C'est sûr. Mais c'est là que naît une grosse partie du malaise, et c'est justement une de ces sources d'exclusion basée sur l'insertion, c'est ça. Puisqu'on n'a pas présenté une éventuelle difficulté d'un gamin sous prétexte qu'on le montrerait du doigt, alors qu'il va se mettre en recul tout de suite, puisqu'il n'aura pas ceci, il n'aura pas cela. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, mais on reparlera de ça, oui. Il va être considéré comme aidé, voire assisté, oui. Alors que les autres n'y ont pas droit. Mmh. Donc ça va être tout un tas de frustrations qui, juste parce que c'est non explicite. Ah, tu voudrais qu'on globalise le principe de l'Ulysse, là, en fait. Ah oui, moi je pense que ça serait nettement. D'ailleurs, les enseignants avec lesquels j'ai eu le plus de résultats, c'est ceux qui nous isolent vraiment. Effectivement, je suis affecté à un, mais il m'arrive fréquemment d'en avoir 4 voire 6. Ou tout doucement, les profs les plus dynamiques, ils font des cours en 2 temps. Un temps où on va répéter, et là on me donne un espèce de schéma directeur, et puis voilà, je refais le cours derrière lui, avec des reformulations, avec des dessins, avec voilà, voire même je les prépare. Ils me donnent le cours une semaine ou 15 jours à l'avance. Ouais, moi je les donne souvent les cours à l'avance, pour ces élèves-là. Mais souvent c'est difficile, parce que voilà, alors soit il y a un AVS, bon, dans ce cas-là la responsabilité elle est là, mais quand il y a vraiment des élèves qui ont des difficultés, moi je donne aussi souvent les cours à ce moment-là, mais seulement ça part ailleurs, quoi. Et oui, voilà. Hein. Enfin, en collège, en lycée, je m'en fous, je les donne les cours, donc c'est pas un problème. Mais en collège, voilà, après l'information part ailleurs. Et ça c'est pas bon, quoi. C'est pas la logique. Hein. Non, alors, mais c'est vrai que, parce que là j'en ai encore eu un dans le dernier établissement où j'étais voir il avait des gros problèmes, il voulait faire prof d'histoire, il était en première là cette année, mais il ne pouvait pas écrire, enfin, il n'arrivait pas à écrire correctement, enfin, c'était assez lamentable, et donc je me suis dit, profite-en, il y a des avantages, il y a moyen d'avoir des heures en plus, enfin, le 3/4 temps, etc., enfin, il y a tout un ensemble de choses, peut-être quelqu'un pour s'occuper de toi, etc. Les parents étaient pour, mais lui, il refusait catégoriquement. C'est-à-dire, l'inclusion fait qu'à un moment donné, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier, quoi. Enfin, j'en ai rencontré beaucoup comme ça. Le fait de l'inclusion passe aussi par l'absence d'anormalité, donc le refus d'être différent des autres. Et les adolescents ne se supportent pas différents. Hein. Il y a un moment donné, il faut être comme les autres, sinon on n'y arrive pas. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas. Soit bon, tu es en chaise roulante, tu n'as pas le choix. Soit tu n'as pas une matérialisation, on ne voit pas que la déviance, hein, si on prend Becker, on ne voit pas la déviance, donc là, on essaie de ne pas la montrer. Et on fait le maximum pour ne pas la montrer. Alors quand on vient les voir et qu'on leur dit ça après, ah là là, c'est une catastrophe, quoi. Ah oui, mais pourquoi tu as ça? Et ah oui, mais pourquoi il fait ça pour toi? C'est pas juste, etc. Et donc après, toutes les réflexions qui vont derrière. Donc montrer, est-ce que c'est parce que finalement il faudrait qu'ils soient à côté et finalement avec un processus parallèle, ou alors est-ce qu'ils veulent s'intégrer et finalement être comme les autres? Et dans ce cas-là, il faudrait que le processus ne soit pas transparent mais opaque, qu'on ne le voit pas.
qu'ils aient des aides, mais que les autres ne sachent pas. En fait, il en quelque sorte qu'il y ait une distance entre l'élève dans sa classe, qui est comme les autres, et tout le procédé qu'il y a derrière, le soir, à d'autres moments, qui fait qu'il est différent. Mais c'est vrai qu'il y a un problème là à jouer, quoi. Et l'élève en même temps ne peut pas être différent, ce qui est normal d'ailleurs. On a horreur de ça. Hein. Donc la position elle n'est pas simple. Alors des fois on nous met des élèves, là, le dernier au collège, au CRES, j'ai eu de Julis. Alors, on nous met des fois des élèves, alors il vient nous voir, le responsable, et puis il nous dit, voilà, bon, on va faire une expérience, je vais les mettre pendant un mois dans ta classe, et tu vois ce qu'il en est. Parce qu'ils ont souvent le français et les maths, et très peu d'autres disciplines. Il y en a qui veulent faire de l'histoire. Alors voilà, on les met en histoire. Et alors il y en a qui fonctionnent très bien, au moins ils écoutent. Mais il y en a d'autres, ça pose des gros problèmes. Alors on les retire. Alors on les a à un moment, puis finalement on nous les retire parce qu'on les laisse que dans quelques disciplines. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple à gérer. Parce que ça attache à tous, ils font tous partie du procédé, donc c'est pas toujours évident. Et je trouve que des fois des élèves qu'on dit normaux ont beaucoup plus de problèmes. Ça c'est un autre souci, mais des problèmes sociaux, des problèmes. Les divorces qui ne gèrent pas toujours facilement, les violences aussi à la maison, les volontés de résultats obsessionnels par les parents, etc. Enfin, tout un ensemble de choses qui font que c'est vrai que les relations sont compliquées. En collège, c'est compliqué de toute façon. Plus compliqué en collège qu'en lycée. Ah, c'est incomparable. Parce qu'en collège, je sais pas... Les problèmes sont démultipliés, la violence des gamins, entre eux, la violence du système aussi, qui fait que c'est un système qui exclut ou qui inclut. Là, on inclut pour le coup, quoi. Hein. Là, c'est vraiment, là, c'est un système de barrage et de, soit t'es dedans, soit t'es dehors. Hein. Au collège, on te le montre, hein, et puis ils se le montrent entre eux de façon extrêmement violente, quoi. Alors qu'à partir du moment où tu as passé le cap du collège, tu rentres dans un autre monde, et finalement ils se ressemblent plus. Même s'il y en a qui passent, ils ne devraient pas passer. Tu sais le problème je sais que tu as fait des conseils de classe, j'imagine. Hein, voilà. Et au conseil de classe où finalement les élèves qu'on ne peut pas envoyer en pro se finissent en général et en seconde, et à la fin de la seconde ils partent. Hein. On a toujours un lot d'une dizaine d'élèves là-dedans, malheureusement, ce qui est complètement absurde, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a ces élèves-là, mais globalement, ils ne passent pas le cap. Donc ceux qui doivent aller ailleurs, vont ailleurs. Et ce qui n'est pas bien ou pas bien, je ne juge pas la valeur, hein, mais c'est simplement la façon de gérer les choses, c'est complètement différente. Parce que les grands écarts en collège sont énormes, quoi, entre des élèves. C'est gigantesque. Et pour faire des cours, c'est vrai que c'est très difficile, mais en même temps, oui, la gestion est plus compliquée en collège. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs. J'aime pas ça. Enfin, j'aime pas. Déjà, je suis pas parent, donc moi les relations parents-enfants je connais pas, donc déjà j'ai pas des réflexes que d'autres auraient par rapport à ça, des comportements à avoir. Donc moi je préfère les adultes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus adultes. C'est un choix. C'est-à-dire qu'il faut écrire en rouge, en bleu vert, ou quel stylo faut utiliser, quelle couleur. Attends, non, c'est ça gonfle ça, voilà. Bon, on sort du sujet là, non? Non, on y est toujours, on ne se voit pas, mais on y est. On y est. Et tes collègues alors? Les collègues profs? Ouais. Par rapport aux AVS? Oui, puisque toi tu as dit plusieurs fois qu'ils rentraient dans le processus pédagogique. Hein. Oui. Donc voilà, c'est bien, mais les autres, ils le voient comment ils voient le fait que tu les vois comme ça, etc. Quel est le regard d'un enseignant sur le cursus, sur le cheptel des enseignants, voilà, ou de l'institution? Comment ils voient quoi, l'AVS ou le... Ouais. Et comment ils voient le fait que toi, tu aies ce type de rapport avec tes élèves? Ben déjà, tu sais, c'est mon sujet un peu, hein, les rapports avec les enseignants, il y a quand même une ambiguïté. Il y a toujours une ambiguïté entre contractuel et titulaire. Hein, donc, alors,
tu as des relations, j'ai des très bonnes relations avec certains collègues, mais la plupart du temps, déjà parce que tu es éphémère, donc tu ne vas pas durer, donc on n'inscrit pas une amitié profonde parce qu'on n'a pas envie de se faire mal non plus chaque année, quoi. Hein, parce que c'est le problème, quoi. Même si on aime les gens, on sait qu'ils partent, donc voilà. Mais bon, il y a des relations professionnelles, à ce niveau-là, c'est sûr. Le regard n'est pas le même entre un PP et un prof classique. Un PP va s'impliquer dans tout ça et va jouer, va souvent, pour certains en tout cas, essayer d'intégrer les AVS dans une logique. Tout le temps parce qu'ils ont sur le dos les parents, ils ont sur le dos souvent le pire, c'est ce qui a été à chaque fois, c'est cette engeance de psychologue. Je ne peux pas les voir, moi j'ai un mal fou avec les psychologues. Mais, enfin, les psychologues de l'enfance, c'est surtout leur façon de venir exiger un certain nombre de choses pour leurs patients. Quand ils viennent avec les parents, tu sais qu'on a des rendez-vous et qui disent voilà, ils font une feuille là, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Une checklist. Oui, une checklist, mais pour le préparer le PPE, ouais, PPE, PPA, etc. Donc voilà, ils te disent, et ils exigent, il y a 36 élèves, on peut pas s'en occuper de cette façon. Donc c'est vrai que alors il y a ça à gérer, et c'est vrai que les AVS jouent un rôle là-dessus, parce que après c'est eux qui font un peu le lien aussi avec tout ça, et ça débarrasse le prof un peu de ces problèmes-là aussi. Mais les relations sont pas toujours simples. Je te dis, dans la salle des profs, souvent ils sont mis à l'écart, ou alors des fois ils ont des liens en fonction. Parce qu'ils habitent le même village aussi, parce que ce sont des gens qui ont leurs enfants au même endroit, parce que ça, bon, les liens après extra professionnels. Mais au niveau professionnel, j'ai pas l'impression que les liens soient toujours très très forts, quoi. Il y a souvent une distanciation qui est évidente, quoi. Mais bon, je peux pas juger systématiquement, mais c'est vrai que non, les AVS voilà, sont assez réservés là-dessus, mais souvent quand même pour eux il y a des problèmes, quoi, avec des problèmes avec les profs. Avec le corps enseignant. Le corps enseignant, ouais. Les problèmes, bon, des fois il y a des problèmes de valorisation, ça c'est sûr, mais il y a aussi des problèmes simplement d'exercice du métier, quoi. Le fait de pouvoir avoir les informations comme il faut, de pouvoir travailler surtout en commun avec le prof, voilà, c'est le problème, quoi. Il faudrait avoir une forme de reconnaissance et d'égalité, c'est-à-dire reconnaître le rôle des AVS comme ils sont, et l'utilité qu'ils ont, et finalement l'objectif qu'ils pourraient avoir dans la pédagogie, pour ensuite imaginer créer quelque chose avec eux et travailler avec eux en commun. Mais c'est une démarche que tous les profs ne font pas, quoi, loin s'en faut. Imaginer que des gens puissent leur être utiles, c'est déjà une démarche très très pas toujours partagé par tout le monde, hein, loin s'en faut. Je suis peut-être un peu sévère avec mes collègues, mais c'est quand même souvent le cas. Alors selon les disciplines, hein, ça aussi. Mais souvent, finalement, les liens que vous avez, c'est avec les disciplines, le français, souvent, parce que je parle des français, maths, histoire géo, voilà, maths, histoire géo, ouais, c'est ce qu'on a le plus. Moi, je fais toutes les matières, mais c'est souvent ces trois matières. Mais souvent, ouais, c'est souvent affecté sur les difficultés du tronc commun, quoi. Du tronc commun, voilà. C'est ceci. Et c'est vrai que, bon, les profs de français, on a des relations, ça dépend desquels, mais ils ont un comportement qui est quand même un peu particulier. Alors, après, je sais pas, après je peux pas jauger exactement, mais c'est vrai que les profs de maths, j'ai toujours de très bons rapports avec eux. Ils sont des gens très simples, pas prétentieux, pas obséquieux. Tous les profs de sciences, d'ailleurs, souvent, c'est des gens simples, hein, ils sont brillants, mais ils le montrent pas. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Le prof de français a toujours besoin de se valoriser, d'être au-dessus des autres, de montrer qu'il a de la connaissance, de parler plus fort que les autres en classe ou en salle des profs. Enfin, voilà. Prof de langue et prof de français. C'est enregistré, mais tant pis, tu le gardes pour toi. Ouais, c'est entre nous. Il y en a dans nos relations là, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Enfin, d'expérience en tout cas. Après, avec mes collègues, c'est autre chose. Mais les AVS sont pas forcément un sujet, c'est vrai dont on discute beaucoup. On parle beaucoup des difficultés des élèves, mais pas forcément de ceux qui s'en occupent, sinon.
par contre, ce qui est agaçant, c'est qu'on j'arrive jamais à avoir un retour. Moi, j'aime bien avoir des retours, et finalement, vous ne parlez jamais ça, de ce qui se passe, si ça a été bien, s'il y a des choses à modifier. Tu vois, j'ai besoin de ça tout le temps pour modifier les choses. Je le fais avec les élèves chaque année, en fin d'année, je vois avec eux, mais les AVS ne me parlent jamais de ça, et j'arrive pas. Bon, ça fait partie de votre métier, j'imagine qu'il ne faut pas rentrer dans ces logiques de pédagogie, de remise en cause de la pédagogie, mais je sais pas. Mais à chaque fois, c'est le silence, là-dessus, on n'arrive à rien savoir. Je sais pas quelles sont les règles. En questionnant, on n'a pas la réponse ou... Ouais, en questionnant, on n'a pas la réponse. Non. Non. Est-ce qu'il y a une obligation en quelque sorte de confidentialité par rapport à ça? Non, il y a une confidentialité, mais elle est rompue à partir du moment où on est dans la classe. Oui. Et à partir du moment où tu poses la question, c'est que normalement, on devrait avoir, au contraire, s'impliquer à fond là-dedans. Oui, voilà. Parce que c'est l'idée un petit peu au contraire. Et puis les gens qui sont en demande... Mais ça vient aussi à la case départ, quoi. Ouais. Tu vois, c'est la place. L'AVS qui est balancé comme ça dans la salle à 10h quand elle est rentrée à 8h, c'est fini pour lui. Ouais. Il passe son trou. Puis bon, gérer un gamin qui souvent pour tous ceux qui sont en hyperactivité, tu arrives à gérer bien le matin, l'après-midi c'est infernal. Donc c'est complexe. Le matin il dort à moitié, donc tu essaies de gérer. Et entre 10h et midi c'est à peu près bon. Et après c'est la sieste, c'est foutu, c'est mort. Et puis après ça fait des bons et voilà. Bon, alors tu as 2 heures efficaces. Au bout du compte dans la journée et donc là c'est vrai qu'ils sont concentrés là-dessus et c'est normal, hein. Mais on a, c'est vrai que j'ai changé les modalités par rapport à ça aussi, c'est-à-dire moi j'écris très mal, les deux, hein, j'écris très mal et donc au tableau personne ne me comprend rarement, donc je fais maintenant beaucoup de projections, mais j'avais tendance à dicter pas mal et finalement bon, ça marche plus avec les élèves aujourd'hui, c'est pas la peine, mais c'est vrai que la présence d'AVS et le fait qu'ils doivent prendre les cours a un peu modifié de ce côté-là. C'est-à-dire j'ai voulu aussi que les choses soient prises correctement pour eux, etc., et qu'il y ait des documents à part, bon. Mais c'est pas... Finalement, tu t'adaptes un peu les choses aussi en fonction de la présence des AVS ou pas. Mais enfin, au collège, c'est systématique maintenant, quasiment. Dans toutes les salles, dans toutes les classes, quasiment il y en a un, ouais. Alors, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce qu'il y a l'inclusion aujourd'hui que vous êtes nombreux, ou c'est parce que la défaillance des orthographiques, etc., est beaucoup plus systématique. On se pose la question parce que, à mesure, ça devient inquiétant, quoi. Au collège, avoir 30% de la classe qui n'est pas capable de suivre un cours, quoi. Ça devient inquiétant. Mais ceux qui ont des AVS et ceux qui n'en ont pas. Mais ceux qui ont des AVS, je peux comprendre. Mais il y en a de plus en plus. Alors est-ce que c'est parce qu'on inclut ou c'est parce que justement, il y en a qui sont exclus de la maternelle, d'une certaine manière exclus du système parce qu'ils n'apprennent pas correctement, parce qu'ils n'ont pas intégré l'orthographe, etc. Donc est-ce que l'exclusion elle commence avant ou finalement et voilà quoi. Bon, il y a toujours eu l'inégalité de l'école, etc. On est d'accord sur le système, mais ils vont savoir lire et écrire par contre, c'est fondamental, quoi. Ça, c'est la vie, quoi. Mais ça aussi, c'est parce que j'ai fait des expériences à La Réunion à un moment donné, comme en pédagogie, et c'est vrai que le refus du bilinguisme par l'État français, c'est une catastrophe. Ça a été le cas pour les régions, mais c'est le cas aujourd'hui pour des gens qui intègrent et qui sont bilingues. Donc il faut comprendre le français de façon différente. Il faut les intégrer de façon différente, mais ça non, ça n'existe pas, on ne le voit pas, on le cache et pourtant ça devient de plus en plus réel. Ça dépend des milieux, mais là quand j'étais... où tu as des milieux culturels, là où il y aurait besoin d'AVS, il n'y en a pas. Par exemple, j'étais à Gérard Philippe là, dernièrement. Gérard Philippe, tu vois où c'est, ce collège? Je ne connais pas ici. Non, tu ne connais pas ici. Alors c'est avenue de Palavas, c'est un collège qui est essentiellement donc, à côté d'une cité, qui était très, très gitan pendant très longtemps, aujourd'hui qui est essentiellement maghrébine, pour l'essentiel, 90% dans la classe. Ouais, c'est 90%. Et là...
là tu arrives à un sommet de problèmes culturels, quoi. Il n'y a plus le mélange, et là pour le coup il n'y a pas syncrétisme, là, tu n'arrives pas à enseigner, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le milieu culturel est plus fort que toi, tu n'as plus le rôle à jouer par rapport à ça, t'es complètement perdu, quoi. T'es choqué même d'un certain nombre de choses. Mais bon, ça c'est encore une autre version des choses, mais là en l'occurrence il n'y a pas l'ABS, hein. Là en l'occurrence c'est des enfants qui savent même pas, qui comprennent pas toujours ce que tu dis déjà, ou qui n'écrivent pas, qui n'arrivent pas à écrire, etc. Mais là il n'y a personne, hein. L'ABS t'en vois pas. Très peu. Alors des fois, là j'avais quelqu'un, parce que j'avais une classe extrêmement difficile, j'avais quelqu'un en plus, une prof de sciences, qui était là pour leur faire des exercices. Mais si tu veux, il n'y avait pas on n'a aucun soutien là, il n'y a personne, hein. Alors c'est pas normal non plus. Mais en même temps, je sais pas ce qu'ils pourraient faire, hein. Je sais pas ce que vous pourriez faire, mais pourquoi pas. Non, ça part en vrille complètement. Parce que l'inclusion, elle n'est pas seulement avec le handicap, hein. L'inclusion, elle est aussi dans les différences culturelles qui sont de plus en plus fortes, l'intégration des migrations, ce qui fait quand même l'identité nationale, hein, enfin, l'idée qu'on avait de l'éducation, qui est complètement battue en brèche, quoi. Enfin, bref, c'est une autre histoire. Oui, mais si on reste que sur le registre de l'inclusion, ça pose question. Ça pose question, ouais. Ouais, clairement. Qu'est-ce que l'inclusion aujourd'hui, quoi? Et cette volonté aussi des profs de ne pas changer, parce que ça les arrange bien quand même de faire partie de l'élite, hein, et de former leurs élèves, leurs enfants à l'élitisme et en faire. Voilà. Et donc changer le système, ce serait aussi peut-être dévaloriser ça, et c'est pas dans leur objectif. Ça c'est exaspérant par contre, hein, ce côté toujours j'annonce ce que fait mes enfants, j'annonce les diplômes, les grandes écoles, ci et ça dans les salles des profs, mais ça c'est un phénomène, c'est une mentalité, mais ils sont fermés, c'est opaque, hein, comme univers et comme milieu, hein. C'est assez affreux, ça tourne autour de soi-même, c'est en consanguinité socio-professionnelle, c'est affreux, hein. Ils tournent autour de leur même monde et ils n'ont pas conscience des réalités d'autrui et autour. Et puis quand ils sont 20 ans dans un même établissement, tout ce qui tourne autour ne voit pas. Et finalement tout ce qui va déranger leur train-train et leur routine, forcément c'est vu comme un obstacle. Alors c'est l'ABS, c'est le contractuel, c'est tous ces gens qui rentrent dans leur monde et qui vont un peu violer leur intimité d'une certaine manière. Et montrer aussi peut-être des fois leur incompétence ou leur fragilité. Ça dérange. C'est quand tu reprends des classes, je te promets, des fois, ça te fait peur quand même, hein. Tu te dis, mais comment c'est possible? Je crois qu'il y a une mentalité forte à changer de ce côté-là. Et finalement, ce système de reproduction permanent du prof, avec sa mentalité, sa façon de se construire, se reproduire le même, on va prendre des tuteurs qui vont montrer la même chose et qui vont avoir les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire. C'est pas bon, quoi. Pas bon du tout. Il ne faut pas faire ce métier indéfiniment, 40 ans ou 50 ans, 40 ans de ta carrière, c'est pas possible. C'est pas à mon sens, ça. C'est pas logique, quoi. T'es plus, il faut voir autre chose, revenir, faire autre chose. Tu t'enfermes complètement, quoi. Et tu deviens avec des réflexes, avec un métier, avec des habitudes, avec des routines. Il faut que rien ne change. Ah, et encore au lycée c'est un peu différent, mais au collège c'est des fois. Sauf dans les duos difficiles, là tu te régales, parce que là tu as vraiment encore l'envie de faire. De toute façon c'est une question de survie, hein, mais là c'est un autre plaisir. Les lycées de centre-ville, j'avoue que des fois ça t'écœure. Enfin, voilà. Je sais pas si tu as des questions, sinon d'autres. Ouais, on va boucler cet entretien sur le futur. Là, on voit qu'il est un peu noirci, mais
on va essayer de positiver ça en disant l'AVS du futur, ça serait quoi? Eh bien, ce serait finalement une fonction qui n'existerait pas, parce que ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, ce serait véritablement soit une spécialisation, c'est-à-dire que l'AVS c'est au-delà de l'AVS, c'est quelqu'un qui s'occupe vraiment d'une professionnalisation d'élèves avec, mais en même temps de leur retranscrire ce qui a été donné, mais d'être finalement eux-mêmes pédagogues d'une certaine manière. Je pense que la spécialisation elle est là. S'il y en a qui ont envie de faire ce genre de métier, ce genre de professionnalisation, faire comme un peu les infirmières qui se spécialisent aussi d'une certaine manière. Donc faire un nouveau métier d'enseignant qui sera dans cette orientation-là et qui finalement plus dans cette logique-là peut-être. Alors est-ce qu'il y aura, il faut garder peut-être, je sais pas moi, techniquement quelqu'un qui est avec un élève, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'il reste inséré dans cette classe où il y a tout le monde, ou alors on spécialise. Mais je pense une revalorisation, puisque aujourd'hui finalement l'handicapé intègre l'handicapé, moi ça m'énerve ce terme, enfin disons des gens qui sont en situation de handicap quand même malgré tout, sont de plus en plus intégrés dans la société. On a envie des normes même des fois complètement difficiles à tenir au niveau des bâtiments, etc. On a envie, on va rentrer en force, mais on a envie de l'imposer d'une certaine manière. Alors ça va se faire un peu comme l'homosexualité, un peu comme ces choses-là, peut-être il n'y a pas de parallèle direct, mais finalement intégrer la différence. Mais la refuser sous d'autres formes, mais ça c'est un autre sujet. Mais intégrer tout ce qui apparaît finalement différent pour en faire quelque chose. Alors est-ce qu'on va spécialiser mais je sais pas la voie là actuellement, je crois qu'on a l'impression que on veut continuer à modeler et parce que peut-être les salles vont changer aussi, les façons d'enseigner aussi, ces classes rigides, etc. Ça va se transformer. Alors finalement, peut-être toutes les contraintes qui sont liées à ce système-là vont disparaître parce qu'on va enseigner en groupe, on va travailler en pédagogie inversée, ou on va faire beaucoup d'activités qui seront des exercices plutôt en classe et beaucoup moins de cours, où les cours seront donnés ailleurs, etc. Enfin, avec système de vidéoconférence, voilà. Je pense que les outils aujourd'hui vont faire que avec la pédagogie aussi, votre rôle va évoluer. Le fait qu'on aura peut-être beaucoup moins de présentiel dans l'avenir et beaucoup plus donc du travail de fond en parallèle pour vous. Et donc moins de contacts peut-être direct avec le milieu enseignant aussi, de contacts plus professionnels. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est donner un vrai statut, avec une vraie valorisation, qu'elle soit salariale, c'est sûr, mais surtout une valorisation personnelle. Que vous ayez un rôle vraiment qui soit déterminé, défini et reconnu dans le système pédagogique, qui fasse partie du système pédagogique. Ne soyez pas en plus comme des gens qu'on rajoute là, comme on rajoute des handicapés, on rajoute des AVS, quoi. Que ce soit vraiment inclus dans une logique de cohérence professionnelle, quoi. Ça c'est vrai, de toute façon c'est nécessaire. L'État a tendance à vouloir supprimer le fonctionnaire. De toute façon, à terme, c'est un truc qui va disparaître. Les contractuels et les précaires comme nous, ça va être le lot à la majorité, un peu comme ça existe en Italie ou dans d'autres pays. Et bien finalement, on va précariser au maximum les gens qui vont enseigner. Est-ce que ça va valoriser finalement la qualité de ce qui va être fait par la suite? Alors je ne dis pas que le titre donne la qualité, au contraire. Être fonctionnaire, ça donne pas forcément de la qualité, mais par contre ça donne de la tranquillité. Et c'est le problème pour l'AVS comme le contractuel, c'est la tranquillité de travail, la tranquillité d'esprit. Quand tu entames une tâche, quand tu as envie de t'occuper de quelqu'un ou d'une classe, etc., c'est d'être tranquille dans ta tête. Et j'utilise, parce qu'on a tous cet esprit quand on rentre dedans,
on va aller au bout, même si des fois j'ai pas le contrat, je commence à travailler. Je suis pas procédurier. C'est une histoire de service public, on m'a pas payé, bon bah tant pis, la classe est là, je le fais quand même. Parce que voilà, j'ai envie de le faire et parce qu'ils attendent ça. C'est mon métier. C'est pareil pour vous. Et donc j'utilise énormément ça, mais il faut que ça soit beaucoup plus encadré et qu'on ait plus les moyens de travailler avec une reconnaissance de ce qu'on est. Parce qu'après tout, si on doit devenir la norme, autant que la norme soit codifiée, quoi, un petit peu mieux. Je mélange les deux, mais je pense qu'on a un petit peu le même profil par rapport à l'évolution actuelle, un petit peu dans ce sens-là, quoi. Mais toi, je sais pas comment tu le vois ton métier, finalement, comment il va évoluer. Mon futur? Oui. Si j'écoute certains enseignants, on ne fera rien, puisque on est formé en 30 heures. Oui. Donc eux, ils estiment que ces 30 heures, ils sont capables de les acquérir dans un maximum de temps de 30 heures, et donc d'avoir la qualification correspondante. Et de fait, on n'aura plus d'usage en fait. Ouais, mais ce sont des professeurs des enseignants qui se spécialiseront alors. Voilà, ils estiment que voilà, 30 heures de plus de formation complémentaire, et le tour est joué. Ils traitent le problème du handicap comme ça. D'autres me disent que effectivement la logique d'isoler globalement tous les handicaps avec des spécialisations d'enseignants et bien sûr un cursus d'AVS qui serait le véritable soutien, mais qui devrait à ce moment-là avoir une formation qualifiante derrière, ça leur paraîtrait la solution idéale pour faire progresser l'ensemble du système. Oui, vraiment faire une spécialisation. Mais une double spécialisation, à deux niveaux en fait. Au niveau des connaissances pures qu'a l'enseignant et au niveau des handicaps et de l'effet supplétif qu'aurait un professionnel du handicap. Ouais, d'accord. Donc en fait un parallèle de licence handicapée, quoi. Oui. Voilà. Donc alors soit c'est un CAPES spécialisé, ça pourrait être ça, imaginez. Oui, c'est ça. Ça pour un enseignant. Pour le côté enseignant. Soit un master spécialisé pour. Ou même en dessous, pas nécessairement un master, mais bon voilà, de quoi amener les gens jusqu'au bac. Ce qui est contraignant quand même, c'est que malgré tout, enfin moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas forcément fait de cette formation, qui se sont révélés excellents à AVS, enfin j'en ai vu, et qui donc seront bloqués par ce genre de processus. Et oui. Ça va pas de l'inclusion sociale aussi pour certains, qui sont dans des situations économiques ou personnelles très difficiles, ça leur donnait quand même déjà le regard des autres et le fait des fois d'avoir de l'amour qui est donné par l'élève, etc. Ça donnait un rôle extraordinaire pour ces gens-là. Et c'est vrai que ça, finalement, ce rôle-là sera plus joué. Cette obsession de la spécialisation aussi fait que, voilà. Mais bon, je comprends aussi d'avoir une valorisation. À mon avis, il faudrait qu'on ait quand même un véritable niveau de connaissance. Oui, tout à fait. Que vous soyez vraiment formé. Parce que, voilà. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un enseignant lui-même, quoi. Oui, je pense. Hein. Oui. C'est le niveau d'un institut en secondaire, quoi, avec un minimum de connaissances dans tous les domaines, au moins de méthodologie, de savoir comment ça fonctionne, quels sont les objectifs, etc. Mais ça peut être transversal, je crois. Il n'y a pas besoin de savoir tout, mais d'avoir une logique et de savoir comment les gens fonctionnent, quoi. Mais comme nous aussi, on a des doutes sur ça, sur la façon de faire la pédagogie aujourd'hui, les modes d'évolution de la façon de travailler. On est en doute. Donc faire une formation sur des choses qui existaient avant ne va pas coller avec la réalité aujourd'hui. Mais non, justement. Et c'est là qu'on devrait être en anticipation. Ouais, en anticipation, complètement. Pas précariser les gens, non, c'est dans un système au contraire, de valorisation. Pas forcément de titularisation, de fonctionnaire, etc., mais ça dépend de ta logique. C'est l'OCDE qui bloque, qui pousse à ce que ce soit le privé, en fait, soit privatisé l'enseignement, et donc inégalitaire au possible. Et bon, voilà, on n'est pas dans cette logique. En faisant des économies, on ne va pas dans la logique de titularisation. Mais faire un master comme ça, qui soit spécialisé même qu'un master 1 pour un master pro, c'est-à-dire que
il ne t'oblige pas à refaire tout un cursus, mais vraiment une formation pendant 1 an qui soit spécialisée et qui te donne un diplôme et qui te permette de travailler moi-même. Voilà, avec des systèmes sociaux derrière pour aider, pour que tu puisses, mais avec une valorisation du travail aussi. Enfin, peut toucher au moins le SMIC, enfin c'est pas normal, comme un contractuel comme nous, quoi. Nous déjà c'est la misère, hein, catégorie A, mais bon, voilà, 1 500 €, c'est à mon avis quand même le minimum de la décence, quoi. Voilà. Mais bon. Mais l'État ne le fait pas parce que ça va lui coûter cher, donc il ne le fait pas. Mais souvent quand même, j'ai rencontré que, enfin au niveau des contractuels, je ne sais pas au niveau des investisseurs, mais souvent les freins de l'évolution de carrière, c'était pas l'État qui bloquait, c'est les enseignants, c'est le SNES, c'est le SNES qui bloque. Parce que faire que le contractuel ait une vraie formation, qu'il soit reconnu, etc., c'est eux qui bloquent à chaque fois. Non. Parce que là c'est un vrai prof, et donc à terme il va nous remplacer, hein, bon, la logique habituelle, puis bon c'est le mépris aussi. Alors je pense que les AVS c'est pas forcément les profs qui vont faire évoluer la situation, surtout leurs syndicats qui sont quand même d'un rétrograde, c'est effrayant. Enfin, par la connaissance de cause un peu. C'est terrible, hein. J'ai demandé d'ailleurs pour les salles des profs, dans ce que j'ai demandé que je vais faire passer ça aux enseignants, qu'on passe ça aux AVS aussi, voir un peu leur impression aussi. Si j'ai des retours, je te tiens au courant. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même un lieu emblématique, hein, quand même. Hein, compliqué. Ok, j'ai pas accès dans mon collège. T'as pas accès? Non. C'est vrai? Oui. Comment ça? Ils te laissent pas entrer dans la salle des profs? On me tolérerait. Ah ouais. Et j'y suis rentré qu'une seule fois pour boire mon café avec tout le monde. Le premier jour où je suis arrivé la première fois dans ce collège-là. Et on m'a clairement fait comprendre que j'étais pas à ma place, quoi. Qu'est-ce que vous faites là, quoi. Ouais. Je n'ai plus jamais retourné. Des profs m'invitent dans leur salle à café, des profs de physique. Ouais, là-haut, ouais, je vais boire le café chez eux. Mais les enseignements en général, non. À quelques exceptions près, hein, bien sûr, sur le lot, il y a. Mais majoritairement, c'est qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Ouais. On a le même sentiment sur les choses, alors. Malheureusement, ouais. Ah ouais, c'est terrible, hein. Nous, ils sont obligés de nous tolérer parce qu'on a la boîte aux lettres, et puis on remplace, donc on est là. Mais c'est vrai que vous, et les AED aussi se sentent mal. Alors des fois ils viennent avec le CPE, et donc ils boivent le café. Il y en a d'autres endroits où ils sont là, mais ils restent pas quand même, ils restent pas. On a beau être, par contre, on a beau les intégrer des fois. Et c'est... Bon, souvent on est en colère contre eux, c'est vrai que... on est un peu en conflit, hein. Parce que... Bon. Enfin. Bref. Mais c'est la première fois que j'entends ça, que vous soyez rejeté complètement du... Ah bon, si j'avais tout ce qu'on entend. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais c'est vrai que pour vous, même de vous rendre plus compétent, ce serait bien pour vous aussi, d'une certaine manière. Moi je pense, oui. Ouais. Enfin, moi je fais tous les mots qui est possible et imaginable, hein, tout ce que je peux glaner. Mais par exemple, avec la nouvelle réforme, on a droit, je suis pas un type à dire on a droit, mais statutairement on a droit à 60 heures de formation par an. Sur le site de l'académie, après plus de 15 jours d'échange mail, j'ai réussi à obtenir le lien pour pouvoir aller m'inscrire sur le site. Et par formation, il y a, par module, il y a 6 lieux sur lesquels la formation peut avoir lieu. Ouais. Par exemple, Montpellier, Sète, Nîmes. Bon. Moi j'habite à Nîmes, je m'inscris sur Nîmes. Et donc je réponds aux 11 formations auxquelles j'ai droit cette année. C'est que des MOOC, donc j'emmerde personne, je travaille le soir, on n'en parle plus. Mais quand j'arrive à la 11e, il me dit que on a droit à un maximum de 15 inscriptions. J'en ai validé 11. Donc je m'étonne un peu, je téléphone au gars de la DARPEN et je lui explique ma problématique, combien de temps j'ai mis pour arriver, machin, combien de mails, etc. Et puis je lui dis voilà, maintenant que j'ai tout validé,
on me dit à 11, on me dit que le maximum c'est 15. Donc je dis, jusque là normalement je dois savoir compter, et il m'en reste un crédit de 4 et je peux pas les prendre. Alors comment procéder? Il me dit, mais ça serait bien que vous postuliez partout. À chaque le module 1, que vous postuliez sur chaque ville où ça va être zone géographique, ouais. Très bien. Donc je fais ça, et quand j'arrive au bout de la validation, il me dit que j'ai beaucoup trop d'inscriptions. Et donc je retéléphone au gars de la DAFPEN en lui disant, ben voilà, j'ai suivi le protocole que vous m'avez indiqué. Oui, mais il me dit, mais à ce moment-là, ça compte au double. Si la formation 1, vous la mettez dans 5 villes, ça vous fait 5 inscriptions. Autrement dit, j'avais 2, voire 3 inscriptions possibles dans l'année. Or, à la limite, pourquoi pas? Mais j'ai aucun calendrier qui me dit que cette session-là est disponible ou pas. D'accord. Et là, ça fait, on est à mi-novembre, bientôt on est en novembre. Eh bien, j'ai toujours pas le calendrier de la première des sessions sur quelque module que ce soit sur lequel je suis inscrit. D'accord. Mais en fait, c'est la même formation, quels que soient les lieux, non? Oui, c'est la même. Seulement, elle peut être, en fonction du nombre de gens qui vont être inscrits, il n'y aura peut-être pas lieu à Nîmes, mais à 7 ans. D'accord, donc si systématiquement. Ouais, mais si je m'inscris à Nîmes et à 7, je prends 2 pions. Tu prends 2 pions. Alors qu'elle pourra se trouver qu'à 7. Ou à Villefort, enfin, ou à Mende. Ouais, je vois, ouais. Et comme je ne suis pas inscrit à Mende, ben, je ne serai pas inscrit dans le protocole. Mais ils te disent que tu as le droit à 15 modules, mais il n'y en a que 11 disponibles, c'est ça? Oui. Mais il n'y a pas 15 obligatoires pour finir une formation. Non, il n'y a rien de... C'est même pas obligatoire, ça c'est que les modules complémentaires. Hein. Donc tu peux très bien l'année prochaine reprendre 4 modules différents. Ben oui, mais selon le même protocole. Hein. Puisque depuis que je suis inscrit, depuis que je suis AVS, ça fait 6 ans, j'ai fait tous les modules qui étaient accessibles. Ouais. Tu vois, parce que des fois c'est approfondissement, ben, je suis venu ici 3 fois, donc une fois avec Ramos et une fois avec Lise. Ouais. Tu vois, avec des cours, voilà, qui étaient vraiment top, quoi. Mais je suis, de tous les établissements que j'ai fait, j'en ai fait une quinzaine, hein, je suis le seul AVS à avoir fait les formations complémentaires. Hein. Ah ouais? Parce que l'information passe, moi. Ben, déjà, c'est un accessible que tu te demandes comment, quoi, parce que quand même, je sais à peu près comment il faut faire pour réagir devant une machine. Mais il a quand même fallu 15 jours pour que j'obtienne les liens qui fonctionnent. Hein. Oui. Moi, tu sais, les formations, moi, je sais que la DAFPEN, à chaque fois, quand elles sont spécialisées contractuelles, c'est bien, tu les as. Mais je voulais faire une formation, par exemple, sur les tableaux numériques, savoir comment ça fonctionne, etc. Une autre sur, justement, les nouvelles pédagogies, les nouvelles formes, etc. Jamais pu obtenir, jamais. Non, je veux dire, c'est sélectionné quand même. Ils m'a dit, mais il faut insister, il faut en faire d'autres. À la DAFPEN, ils sont gentils, mais moi, je vois très bien les filtres qu'il y a derrière. Hein, quand même. On te laisse quand même dans ta crasse. Hein. Donc, voilà. Bon, ben écoute, merci pour cet entretien. On va le clôturer sur cette phase progressiste. Oui, non, mais il faut être motivé parce que sinon... si on n'est pas motivé, on est mort. Celui-là, il craint pas les tremblements, là, chaque fois qu'on tombe sur la table? Non. Je voulais prendre, j'en ai un comme ça, mais je voulais prendre un petit stylo, parce que je me suis dit, des fois, quand il y a des discrets, c'est pas très cher, ils sont à 40 ans, ça vaut plus rien. C'est rien, quoi. Tu l'enclenches, t'es tranquille, t'as ton stylo, tu l'enclenches, c'est génial, quoi.